Au lendemain de la bataille d'Endor, la galaxie peut enfin aspirer à un monde de paix et de liberté. La chute de l'empereur Palpatine marque les prémices d'une destruction inéluctable pour son régime tyrannique qui, pendant plus de 20 ans, a étouffé système et culture sous son joug. Pourtant, la victoire de l'Alliance rebelle n'est que le premier chapitre d'une reconstruction fragile. Dans les années qui suivent, les vestiges de l'Empire se fragmentent en une multitude de seigneurs de guerre. Tous sont vaincus les uns après les autres. La Nouvelle République, consciente de la précarité de son succès, s'emploie à rétablir la paix, à réformer les institutions et à rallier les mondes restés sous domination impériale. Suite à la signature d'un traité de paix en l'an 19, une nouvelle ère semble poindre, celle de la démocratie retrouvée et de l'espoir renaissant. Petit à petit, les grandes figures de l'Alliance rebelle peuvent se retirer, avec un sentiment agréable du devoir enfin accompli. C'est par exemple le cas de l'amiral Akbar ou de Leia Organa, qui décide même de démissionner de son poste de chef d'État pour laisser la politique derrière elle. Les anciens laissent donc leur place à une nouvelle génération. Une génération qui n'a pas forcément eu la même histoire ou les mêmes aspirations. La chancellerie retombe par exemple entre les mains du botan Borskfelia, dont l'ambition était sans limite. Pire encore, de plus en plus de politiciens commencent à se montrer véhéments à l'encontre des nouveaux chevaliers Jedi formés par Luke Skywalker, qui agissent tels des chevaliers errants dans toute la galaxie, œuvrant certes d'après leur dire pour le bien commun, ce qui ne manque pas de créer de nombreuses tensions entre ces Jedi et l'administration néo-républicaine. Pour remédier au climat d'instabilité qui gagne la galaxie, le maître Jedi Luke Skywalker songe sérieusement à rétablir un conseil Jedi. Une telle institution offrirait à l'ordre une ligne directrice unifiée, tout en le plaçant sous une autorité légitime. Luke espère également, grâce à cette initiative, regagner la confiance des sénateurs. Rien n'est toutefois assuré, d'autant plus qu'il se heurte à l'incompréhension de plusieurs de ses chevaliers, à commencer par son propre élève, Jacen Solo. Ce dernier, premier fils de Han et de Leia, estime en effet que les Jedi, une fois formés, sont parfaitement capables de suivre leur propre conscience sans avoir à dépendre d'une structure dirigeante. Dans le fond, le maître Jedi partage l'avis de son apprenti. Cependant, il sait aussi que les Jedi doivent se garder de toute forme d'arrogance. Avec un tel pouvoir en leurs mains, l'orgueil et la fierté peuvent facilement altérer leur discernement. Et cette pente glissante mène très vite vers le côté obscur de la Force. Pendant ce temps, dans le système ossarien, une guerre d'ampleur cataclysmique menace d'éclater. Depuis des générations, les mondes voisins que sont Romamoul et Ozarian s'adonnent à de violentes provocations, chacun rêvant et souhaitant la destruction de l'autre. Romamoul, planète pauvre et agitée, est tombé sous l'influence d'un mystérieux leader nommé Nomanor. Officiellement considéré comme un simple agitateur politique, il se révèle en réalité être bien plus dangereux, car Nomanor est un Yuuzhan Vong, un être extragalactique infiltré au cœur de la Nouvelle République afin de récolter des informations et surtout de semer le chaos pour détourner l'attention. Cela fait des années qu'il œuvre avec patience et fanatisme. Quelques semaines plus tôt, il a même réussi à faire ingérer secrètement un virus mortel à Mara Jade, l'épouse de Luke Skywalker. Elle aurait dû succomber depuis longtemps, mais sa force de caractère et sa maîtrise exceptionnelle de la Force parviennent encore à contenir l'infection, au prix d'efforts terribles. Très récemment, elle a même pu sentir l'infection s'attaquer à son utérus. De quoi lui faire craindre de se retrouver dans l'incapacité de mettre un enfant au monde, chose qu'elle et Luke rêvent de faire depuis longtemps. Nomanor est donc enchanté de la voir arriver sur place en compagnie de Leia Organa et de sa fille et apprentie Jedi, Jaina Solo. Très vite, l'infiltré perçoit la souffrance qui ronge Mara, malgré les tentatives de cette dernière pour la dissimuler. Sans détour, il explique à ses visiteurs que la situation entre Romamoul et Ozarian est au bord de l'embrasement, et qu'il n'a aucune intention de prévenir la catastrophe. La discussion s'achève rapidement, lourde de menaces implicites.
Bien plus loin, aux limites de la galaxie, une équipe de scientifiques étudie depuis des années à la recherche de phénomènes susceptibles de donner un sens à leurs recherches. Le jour tant attendu arrive enfin lorsqu'un objet étrange, apparemment venu d'une autre galaxie, apparaît à proximité. L'équipe se mobilise immédiatement pour enquêter, ignorante du fait qu'elle abrite elle aussi parmi eux un infiltré Yuuzhan Vong, Yominkar, un guerrier redoutable. En découvrant l'objet, ce dernier comprend que ses semblables sont enfin proches d'entamer leur invasion. Cet objet, que les scientifiques prennent pour un simple corps céleste, est en réalité un vaisseau-monde, un gigantesque appareil spatial entièrement vivant. Car les Yuuzhan Vong utilisent une technologie entièrement biologique, fruit de siècles de manipulation génétique, visant à façonner des organismes dédiés à chaque tâche. Outils, armes, armures, vaisseaux, tout est vivant. Cette particularité explique aussi leur profonde aversion pour les machines, que l'on parle d'un simple pistolet ou plus encore d'un droïde. Originaires d'une autre galaxie qu'ils ont eux-mêmes ravagée au fil du temps, les Yuuzhan Vong ont été contraints à l'exil. Leur errance les a même privés de leur lien naturel avec la Force. Pour combler ce vide, ils ont développé un culte de la douleur, considéré comme la seule voie vers un semblant de transcendance. Scarification, greffe d'organes, rituels extrêmes, chaque acte sacrifie un peu du corps pour gagner en prestige et en statut social. Au fil des siècles, leur fanatisme s'est intensifié, au point d'en faire les serviteurs d'un panthéon de dieux terrifiants. Ce vaisseau-monde est placé sous le commandement du préfet Dagara. Chargé de préparer le terrain pour les forces d'invasion, il fait débarquer ses 5000 guerriers ainsi qu'une créature colossale, le Yamosk, le coordinateur de guerre, sur le monde glacé d'Elska, afin d'amorcer les préparatifs. Non loin de là, l'équipe scientifique menée par la brillante Daniki envoie un groupe d'inspection pour percer le mystère de l'objet. Mais le groupe se heurte tout de même à un problème de taille, car toutes leurs communications sont interrompues. Un sabotage orchestré secrètement par Yominkar. Ils sont donc dans l'incapacité d'avertir la Nouvelle République quant aux événements troublants qui se déroulent sous leurs yeux. Une fois les enquêteurs partis en direction de l'objet, l'infiltré est libre de massacrer méthodiquement les travailleurs restés sur place, s'assurant qu'aucun ne puisse donner l'alerte. Pour cela, il a pu quelque temps auparavant faire se déployer une arme propre à son peuple qui a modifié le climat de la planète pour créer une gigantesque tempête, détruisant tout sur son passage. À travers elle, il espère également pouvoir observer si les chercheurs survivants sont en mesure de trouver un moyen de la combattre, ce qui lui donnerait des informations précieuses concernant le talent scientifique ainsi que sur les ressources intellectuelles des habitants de cette galaxie. Quant à Daniki et à son équipe, leur sort dépend désormais du préfet. L'infiltré reconnaissait chez la jeune scientifique un esprit remarquable. L'idée de la convertir est brièvement évoquée, mais les chances qu'elle trahisse les siens sont minces. Les Yuuzhan Vong décident néanmoins de lui offrir une mort honorable, privilège rare selon leurs coutumes. Mais finalement, celle-ci est tout de même gardée en vie, après qu'elle ait eu tout de même le temps de lancer un SOS, car Dagara décide de lui accorder l'honneur d'assister aux préparatifs de l'invasion avant de la mettre à mort. Sur Coruscant, les familles Solo et Skywalker se retrouvent enfin. C'est l'occasion pour Jacen de prodiguer une leçon à son jeune frère Anakin, âgé d'environ 14 ans, sur la véritable nature de la Force. Là où le Benjamin la considère comme un simple outil permettant de satisfaire ses instincts guerriers, l'aîné y voit une source d'introspection, un moyen d'affiner l'esprit pour mieux affronter les moments difficiles. Malgré leurs divergences, tous décident de faire une pause dûment méritée et de rendre visite à leur vieil ami Lando Calrissian sur Doubrion. Ce dernier pourrait d'ailleurs fournir à Luke des informations précieuses concernant les troubles provoqués par certains contrebandiers, car le maître Jedi soupçonne ces criminels de collaborer secrètement avec des sénateurs peu scrupuleux, mais surtout hostiles à l'ingérence des Jedi dans leurs affaires douteuses.
Il voit donc ici un moyen éventuel pour résoudre le problème qui lui est posé. Sur place, les deux familles découvrent enfin le véritable projet de Lando. Celui-ci travaille activement au développement d'une technologie révolutionnaire, un bouclier à activation distante, conçu pour protéger les chasseurs stellaires en vol. Dans le même temps, la fratrie Solo s'autorise une pause et participe à une course improvisée à travers un champ d'astéroïdes où Jaina peut en sortir triomphante, battant spectaculairement le précédent record détenu par un autre Jedi, Kyp Durron. Pendant ce temps, sur Romamul, Nomanor met à exécution la dernière phase de son plan. Il orchestre un attentat d'une rare violence, infligeant de lourds dégâts humains et matériels à un vaisseau de la Nouvelle République, pourtant envoyé sur place pour tenter d'apaiser les tensions dans le système, mais après une telle attaque, les politiciens n'auront certainement pas d'autre choix que de déployer une large portion de la flotte pour essayer de rétablir l'ordre. Quant à Nomanor, son œuvre accomplie, il ne lui reste plus qu'à disparaître pour aller semer la discorde ailleurs. De son côté, le préfet Dagara, après une première analyse du secteur, désigne la planète Cernpidal comme prochaine cible. Il prévoit d'y employer une stratégie de destruction massive connue sous le nom de noyau de Yogand, une méthode qui consiste à déployer un basal d'ovin, une créature capable de manipuler les forces gravitationnelles, afin d'attirer la lune de la planète vers sa surface. L'impact provoquerait alors une dévastation sans commune mesure. Au même moment, sur Elska 4, c'est un escadron de chasseurs mené par le fougueux et téméraire Kyp Durron qui peut surgir. Ignorant encore la véritable nature de la menace, lui et ses pilotes, les apôtres de la vengeance, se jettent la tête la première dans la bataille. Mais il devient rapidement évident que leurs adversaires disposent d'armes et de vaisseaux qui dépassent leur entendement. En quelques instants à peine, c'est toute l'escadrille qui est anéantie. Seul Kyp parvient à battre en retraite, laissant derrière lui son camarade Jedi Miko Reglia, qu'il croit mort au combat. En réalité, celui-ci est capturé par les Yuuzhan Vong, et ces derniers ne tardent pas à comprendre qu'ils tiennent entre leurs mains l'un des célèbres chevaliers Jedi. Dès lors, leur objectif devient limpide, le briser. Si Nomanor s'intéresse à la résistance physique des Jedi, grâce à ses expériences sur Mara Jade, Dagara, lui, souhaite éprouver leur force mentale. Donc les tortures s'enchaînent. Humiliation, dénigrement, mise en scène destinée à lui faire perdre toute estime de soi. Ils lui promettent même qu'il finira devant le Yamosk, dévoré vivant. Et en un sens, ils tiennent parole. Des dizaines, puis des centaines, peut-être des milliers de fois, Miko est conduit au seuil de la gueule béante du Yamosk. Et à chaque fois, il croit sa fin venue. Et pourtant, les Vong le ramènent à sa cellule, refusant de lui offrir cette délivrance tant qu'il n'aurait pas été entièrement brisé. Et désormais, le Jedi vacille. Il est très proche de céder. Sur Belkadan, Luke et Mara découvrent un avant-poste totalement abandonné et une planète désormais devenue incroyablement hostile. Pire encore, Mara se retrouve confrontée au terrifiant Yominkar, qui, loin de faire preuve de pitié, savoure enfin l'occasion de déchaîner toute sa violence et sa maîtrise du combat. Mais la Jedi parvient à l'abattre au prix d'efforts titanesques. Le couple se rend ensuite sur Elska, où il mesure pleinement l'ampleur du désastre. Sans perdre un instant, il saute en hyperespace pour aller avertir Lando de la crise imminente. Sur Cernpidal, la situation vire à la catastrophe. La planète sombre dans le chaos le plus total. La seule priorité est désormais d'évacuer le plus grand nombre de civils. Anakin et Chewbacca s'efforcent de sauver tous ceux qu'ils croisent, notamment un jeune garçon resté en arrière. Mais Anakin est soudain frappé par un projectile. Chewbacca se précipite alors pour le secourir et le hisse de toutes ses forces jusqu'au Faucon Millenium, où Han Solo l'attrape in extremis. Ce dernier ordonne alors à son fils de prendre les commandes, tandis qu'il essaye de tendre la main à son ami. Mais Chewbacca, resté en arrière, disparaît dans la fumée. La situation est désespérée. Heureusement, il réapparaît un instant, mais cette fois, il ne cherche plus à être sauvé. Il sait que sa fin est venue. Alors, dans un dernier acte de défi,
il lève les bras et rugit face à la lune qui s'abat sur lui. Han Solo, impuissant, assiste à la scène. Anakin, toujours aux commandes, comprend que s'il tente de sauver le Wookiee une seconde fois, c'est tous les survivants du Faucon qui mourront. N'ayant aucune autre possibilité, il abandonne Chewbacca, son ami, son frère, son oncle. Lorsque le cargo atteint enfin l'espace, Han reste sans voix. Ce qui vient de se produire est inimaginable. Comment son fils avait-il pu abandonner Chewie? Leur répit est de courte durée. Un vaisseau émerge de l'hyperespace. S'équipe d'Auron. Han lui porte assistance. Mais très vite, des chasseurs ennemis menacent le convoi des survivants. Tous ensemble, ils parviennent à mettre le cap sur Doubriglion et là-bas, avec tous les appareils disponibles et la légendaire chance de Lando, ils auront peut-être une chance de s'en tirer. Sur place, Solo demeure profondément marqué, attristé, bouleversé, mais aussi consumé par la colère. Anakin, lui, ne dit plus un mot. Sa sœur tente de comprendre, tandis que Jacen essaye de lui faire bien comprendre qu'il n'avait aucun autre choix. Sa décision, au contraire, avait participé à sauver des centaines de vies et à donner un véritable sens au sacrifice de Chewbacca. Leur père pouvait bien être en colère, cela ne changerait rien à la réalité. Dans son ensemble, la situation reste pourtant alarmante. Les défenses s'organisent. Han, Leia et Kip peuvent monter à bord du Faucon pour mener la bataille de front. L'ancien contrebandier est prêt à transformer sa douleur en rage, car il ne demande qu'une chose: faire payer aux envahisseurs la perte de son compagnon. De leur côté, les 3 enfants Solo embarquent dans de petits chasseurs avec pour consigne de rester à la surface. Vu leurs exploits récents, personne n'ose douter de leur talent. Mais lorsque les événements tournent au pire, les adolescents n'hésitent pas une seule seconde. Ils plongent dans la mêlée. Et ils savent ce que l'on attend d'eux: tenir coûte que coûte. Grâce à leur extraordinaire alchimie, c'est tout le cours de la bataille qui bascule. L'avant-garde des Yuuzhan Vong est repoussée. Anakin, cependant, est projeté dans l'hyperespace et se retrouve désormais seul, perdu dans les confins du vide. Han et Leia partent aussitôt à sa recherche, tandis que Luke et Mara reviennent au même moment avec des informations troublantes. C'est à ce moment-là que les héros apprennent la mort brutale de Chewbacca. Leur douleur est immense, mais il n'y a pas de temps pour le deuil. La situation exige toute leur attention. Ils se concentrent donc sur la compréhension et l'apprentissage de la technologie de leurs ennemis. Armure, vaisseaux, ces mystérieux Coroskypers comme ils les appellent. Grâce à ces 3 PO et sa maîtrise de tout un tas de communications différentes, ils peuvent désormais décrypter le langage des Yuuzhan Vong. C'est une avancée capitale, même si elle leur confirme une vérité terrifiante. Ces envahisseurs viennent bel et bien d'une autre galaxie. Luke Skywalker élabore alors un plan pour s'infiltrer seul sur la planète où l'avant-garde ennemie a établi sa forteresse. Mais Jacen et Jaina le devancent et s'y rendent avant lui. Anakin, lui, est secouru par ses parents. Han reste encore distant, mais prouve malgré tout la force de son amour paternel. Toutefois, une inquiétude plane. Le commandant du Rejuvenator, le destroyer de la Nouvelle République qui vient d'arriver, refuse obstinément d'écouter les avertissements des héros. Persuadé de pouvoir écraser à lui seul les Yuuzhan Vong, il fonce droit dans le piège que ceux-ci lui ont tendu, malgré les supplications de Leia, qui l'implore d'attendre des renforts. Face à ce choix désastreux, toutes les forces militaires disponibles n'ont d'autres options que de suivre le mouvement et de se préparer à combattre. Pour l'occasion, Han oblige Lando à embarquer avec lui, car il est temps que son vieil ami se salisse les mains de nouveau. Et effectivement, toutes leurs craintes étaient fondées, car une fois sur place, la bataille se révèle aussi éprouvante qu'on pouvait le redouter. La technologie des Yuuzhan Vong demeure trop déroutante, et de nombreux pilotes se retrouvent rapidement submergés, à la fois par le nombre écrasant d'adversaires, ainsi que par la disparition inattendue de leurs boucliers. Le Rejuvenator, quant à lui,
poursuit sa course désespérée vers la zone encore tenue par les vaisseaux mondes, qui d'ailleurs l'assaillent d'un déluge de tirs organiques. Les chances de victoire des néo-républicains deviennent désormais quasi nulles. Pendant ce temps, Jacen, parvenu à s'infiltrer au cœur des lignes ennemies, réussit à secourir la scientifique Daniki. En revanche, Miko Reglia, lui, a été profondément brisé par la cruauté et les tortures des Yuuzhan Vong. Le mince éclat d'espoir que lui apporte l'arrivée de Jacen lui donne tout de même la force nécessaire pour entraîner 2 de ses bourreaux avec lui dans la mort. Une fois dans l'espace, le jeune Solo parvient finalement à regagner le véhicule de sa sœur, qui exécute sa manœuvre de récupération avec une précision telle qu'elle rend particulièrement fière aussi bien son père que sa maître Jedi, Mara Jade. Le croiseur néo-républicain, désormais condamné, offre tout de même aux survivants l'opportunité d'une retraite organisée, en profitant de la désintégration progressive du croiseur pour couvrir leur fuite. Dès lors, la bataille aurait pu s'achever ainsi. Mais la réalité est tout autre. N'ayant plus aucun autre choix, les héros élaborent un nouveau plan pour optimiser leurs chances. La seule solution à leur portée consiste désormais à surprendre leurs adversaires en lançant une offensive inattendue. Grâce à l'idée d'Anakin, les anciens vaisseaux boucliers de Lando peuvent être sortis de leur hangar. Le projet consiste maintenant à utiliser ces appareils pour renvoyer l'énergie émise par le Yamosk directement vers la planète. S'ils voient juste, ce renvoi d'énergie devrait complètement altérer l'état physique de ce monde de glace jusqu'à provoquer son implosion. Pour protéger ses vaisseaux capitaux, Luke Skywalker plonge la tête la première dans la mêlée en se rapprochant dangereusement de la surface afin d'attirer le plus gros des forces ennemies sur sa propre personne, au grand désarroi de R2-D2. Mara Jade, quant à elle, occupe le poste de copilote et d'officier de tir auprès de Jaina, mais épuisée par des semaines de lutte ininterrompue et submergée par l'intensité du combat, la maître Jedi finit par sombrer dans un sommeil involontaire et s'effondre inconsciente. Peu à peu, le plan mis au point semble tout de même porter ses fruits, malgré la perte successive de plusieurs vaisseaux boucliers. Et les chasseurs Vong, jusqu'alors parfaitement synchronisés, comme guidés par l'équivalent d'une méditation de combat d'un maître Jedi, perdent soudain toute coordination. Ils se percutent, deviennent désorganisés, et se transforment ainsi en cible facile pour les artilleurs de la Nouvelle République, encore en état de se battre. La planète de son côté est sur le point de se disloquer. Il est temps désormais de battre en retraite. Mais Luke n'est toujours pas réapparu. Han comprend alors pleinement dans quelle situation Anakin s'est retrouvé quelques jours plus tôt. S'il avait été seul aux commandes du Faucon, l'ancien contrebandier n'aurait pas hésité une seconde à plonger à la surface pour venir au secours de son ami. Mais cette fois-ci, il n'est pas seul. En tant que pilote, c'est lui qui porte la responsabilité de la survie de tous ceux qui se trouvent encore à bord. Heureusement, au dernier instant, le X-Wing du maître Jedi émerge de la brume et rejoint les rangs de la flotte, qui peut de son côté sauter en hyperespace pour aller célébrer sa victoire. Une victoire, un mot difficile à prononcer tant les pertes sont immenses. Leurs ennemis ont certes été vaincus, mais nul doute qu'une menace plus vaste encore se dessine déjà à l'horizon. De son côté, Mara s'est retirée, déterminée à trouver seule un moyen de guérir loin de son conjoint. Leia se retrouve au centre de toutes les responsabilités, veiller sur son frère, sur ses enfants, sur son mari. Chacun a besoin d'elle en cet instant précis, mais la Nouvelle République également. Tout particulièrement les membres du Conseil, car un danger les menace tous, un danger qu'il faudra enfin affronter. Malheureusement, ces dernières années, le Conseil s'est surtout distingué par sa tendance à détourner le regard. Les circonstances exigeaient plutôt l'inverse. Han, de son côté, doit désormais affronter son deuil. Où qu'il pose les yeux dans le Faucon, il voit la silhouette de son ami.
Peu importe les souvenirs qui lui reviennent, il n'y en aura plus de nouveau. L'histoire de Chewbacca est désormais un livre refermé. Depuis des années, Anne avait tenté de créer une bulle de protection autour de ses proches, de ses amis, de sa famille. Une bulle qui lui faisait croire qu'ils étaient invulnérables, qu'aucun mal ne pourrait jamais les atteindre. Cette bulle vient d'éclater. Brutalement, la galaxie lui apparaît bien plus dangereuse qu'il ne l'avait jamais imaginé. Voilà, j'espère que ce premier épisode de ma série remake concernant l'invasion des Yuuzhan Vong vous aura plu. De mon côté, ça me fait extrêmement plaisir de me replonger dans cette incroyable série de romans, et je pense donc qu'on est parti pour toute une série de vidéos. Alors bien sûr, je vais essayer de les espacer dans le temps pour pas trop surcharger, donc ne vous attendez pas à voir l'épisode 2 de sitôt, puisque ce sont en plus des vidéos qui prennent un peu de temps à faire. En attendant, je vous invite à soutenir la chaîne si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ou qui est aussi à votre portée, que ce soit en faisant un don sur Tipeee, et pour ceux qui ne peuvent pas, un like, un commentaire ou même un partage, rien que ça, c'est déjà super utile. Bref, de mon côté, je pense que j'en ai assez dit. Je remercie bien sûr toutes les personnes qui soutiennent d'ores et déjà la chaîne, à commencer notamment par Anthony, Juste Beneteau, Jeff Arbeck ou bien encore Pierre-Olivier, et à tous les autres, merci à vous tous. Sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao!